Bien, bonjour à tous. Un grand merci, bien sûr, à Jean-Philippe et puis à toute la ville de Caen de nous accueillir ici dans ce magnifique lieu. Et puis, je suis extrêmement ravie de voir autant de jeunes intéressés par l'anesthésie pédiatrique et écouter de jeunes orateurs vous parler de l'anesthésie pédiatrique. Donc, on va tout de suite commencer avec professeur Gilles Orliaguet, qui vient de Necker, à Paris, et qui va vous parler d'anesthésie pédiatrique en chirurgie ORL. Gilles, c'est à toi. Merci Mathilde, merci aux organisateurs, mention spéciale à Jean-Philippe. J'en dis pas plus, mais il faut une sacrée énergie pour avoir fait ce qu'il fait et rendre cette journée pérenne. J'ai pas de lien d'intérêt sur ce sujet, et pour planter un peu le décor, alors les données sont anciennes, mais je pense que ça reste vrai, sachez que l'ORL pédiatrique, c'est la principale activité chirurgicale pédiatrique en France, en particulier dans la tranche d'âge des enfants de 1 à 4 ans. Quand on regarde toujours ces données anciennes, mais là aussi je pense que les proportions restent les mêmes, de quoi parle-t-on quand on parle d'ORL pédiatrique? On parle essentiellement d'amydalectomie, d'adénoïdectomie, de myringotomie, c'est en gros la moitié. Et si on rajoute la chirurgie endonasale, on a quasiment les 2/3 de la chirurgie ORL chez l'enfant. Autre grande particularité, c'est une chirurgie très ambulatoire. Vous voyez ici, c'est des données colligées par l'équipe de Montpellier à partir de l'analyse du MSI. Donc 55% de la chirurgie ambulatoire de l'enfant, c'est de l'ORL. Parmi les 5 premiers actes de chirurgie ambulatoire, vous voyez aérateur transtapanique, amydalectomie VG. Et globalement, l'ORL pédiatrique est réalisé dans les 2/3 des cas en ambulatoire. Donc c'est vraiment une chirurgie très ambulatoire. Il y a un certain nombre de points communs qui se dégagent quand on fait l'anesthésie en ORL pédiatrique. Un terrain souvent particulier, avec des enfants qui sont volontiers atteints d'hyperréactivité bronchique, que ce soit asthme éventuellement, surtout infection des voies aériennes supérieures, on y reviendra, et le syndrome d'apnée hypopnée obstructive du sommeil, je dirais SAS maintenant pour que ce soit plus simple. La tête et les voies aériennes sont souvent un espace partagé avec les chirurgiens, ce qui fait que, de toute façon, au quotidien, on s'entend très bien avec eux, on est condamné à s'entendre et ça se passe en général extrêmement bien. Les sondes d'intubation sont volontiers des sondes préformées, voire des sondes armées, ça dépend un peu des choix et des habitudes, mais c'est souvent le cas. Il y a des complications périopératoires qui reviennent également fréquemment, on va en reparler, respiratoires, parfois hémorragiques, et puis dans certains types de chirurgie, on en reparlera également, des nausées, vomissements post-op. En fait, on est souvent confronté à de nombreux actes qui sont souvent brefs et quelques urgences, parfois vitales. Là aussi, on parlera à la fin de l'exposé de tout ce qui est corps étranger, intrabronchique. Cette étude apricote, je pense que maintenant ce mot-là, tout le monde l'a bien en tête, avait mis en évidence un certain nombre de risques de complications respiratoires. Qu'est-ce qu'on retrouve? Des complications liées aux patients, et de nouveau on reparle de quoi? D'hyperactivité bronchique, avec notamment l'infection des voies aériennes supérieures de moins de 15 jours. On parle de l'anesthésie. C'est une volontiers dans cette tranche d'âge, 1 à 4 ans, une anesthésie inhalatoire avec une intubation et avec une chirurgie à risque qui est l'ORL. Donc vraiment, on va additionner un certain nombre de facteurs de risque qui vont pouvoir produire des complications respiratoires. Heureusement, votre expérience, l'expérience de l'équipe joue un rôle prépondérant pour réduire ce risque de complications respiratoires. J'ai également sélectionné cette étude, l'étude Rubard, une étude française qui s'est intéressée aux enfants enrhumés anesthésiés, et pour vous montrer que, en effet, ces enfants sont à risque important de complications. Alors, quand on parle de complications respiratoires, de quoi parle-t-on? Vous le savez, bronchospasme, laryngospasme, toux, stridor, désaturation. Ces complications surviennent à toutes les étapes de l'anesthésie, mais en particulier à l'induction et en phase de réveil. Donc il faut y être préparé. Comment peut-on les réduire? On peut préparer nos patients. Dans cette étude de l'équipe de Robert Debré, les auteurs ont sélectionné 65 patients qui sont recrutés sur les mêmes critères que l'étude Rhubarbe que je viens de vous montrer. Donc ils ont une infection des voies aériennes en cours ou datant de moins de 4 semaines. Et cette cohorte de patients va bénéficier d'une préparation avec une nébulisation de pulmicorde, donc un corticoïde, avant l'induction. Et on va les comparer avec les patients qui vont être le groupe contrôle, ceux qui n'ont pas reçu de corticoïdes, et ils vont être appariés par un score de propension. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette étude quand on compare les résultats de la cohorte contrôle à ceux ayant reçu des corticoïdes? Eh bien, une réduction significative
des complications, en particulier des saturations à la fois à l'induction et au réveil. Autre moyen de préparer les enfants, c'est l'administration d'un bêta-2 mimétique. Ici, c'est du salbutamol administré chez des enfants qui ont un épisode récent d'infection des voies aériennes supérieures. On administre 2,5 mg chez les moins de 20 kg, 5 mg chez les plus grands, 10 à 30 minutes avant de les anesthésier. Et vous voyez qu'il y a une diminution significative des bronchospasmes, laryngospasmes chez ceux qui ont bénéficié de cet aérosol en préparation. D'ailleurs, la RFE récente sur gestion des voies aériennes recommande chez l'enfant enrhumé, je vous rappelle, c'est vraiment une population fréquente en ORL, cette administration de bêta-2 mimétique préopératoire. Et puis encore plus récemment, spécifiquement dans une chirurgie dont on va reparler maintenant, c'est de l'ORL, c'est l'amidalectomie, une belle étude prospective randomisée, un collectif d'enfants, vous voyez, 484, 0 à 8 ans opérés d'amidalectomie qui vont bénéficier d'un aérosol. Cette fois-ci, c'est un spaceur, donc vous voyez une chambre d'inhalation. On met 2 bouffées de ventoline, en gros, et il y a une comparaison au groupe placebo. Et qu'est-ce que cette étude montre? Elle montre une réduction globale des complications respiratoires périopératoires à toutes les phases, et les complications qui sont significativement réduites, de nouveau, c'est le laryngospasme, la toux, la désaturation. Donc, on a des populations à risque, mais on peut réduire ce risque en préparant au mieux les enfants. Alors parfois, on va se poser la question, chez l'enfant enrhumé, est-ce que je dois l'anesthésier? Est-ce que je dois le récuser? Ce papier de synthèse là, de l'équipe de Brita, je ne vais pas redire son nom, j'ai souvent du mal. Bref, c'est les enfants prévus, programmés pour une chirurgie élective. Donc, ils sont enrhumés. Plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, c'est le rhume banal, je dirais, avec la rhinite claire. Donc, on va analyser le terrain et probablement on va le faire en s'entourant d'un certain nombre de précautions, équipe expérimentée, préparation par le salbutamol, on préfère l'anesthésie intraveineuse. Voilà une façon de faire pour réduire les risques et anesthésier l'enfant. À l'opposé, ceux qui ont les formes les plus graves, c'est-à-dire, on va dire, la rhinite purulente, la fièvre, les wheezings, les sibilants, tout ce genre de choses, eh bien ceux-là, on va les récuser, sauf évidemment urgence immédiate, et les reporter pour dans 2 à 3 semaines. Et puis entre les deux, évidemment, c'est là que c'est le plus difficile. Est-ce que je fais ou est-ce que je ne fais pas? Vous allez devoir prendre en compte pour la décision un certain nombre de paramètres. En particulier, est-ce que l'enfant a déjà été reporté plusieurs fois? C'est arrivé récemment du fait d'une situation sanitaire, vous connaissez, ça joue un rôle. La famille, l'environnement, l'expérience de l'équipe. Et en fonction de ça, vous allez décider ou pas d'anesthésier cet enfant. Je vais maintenant parler d'un certain nombre de chirurgies ORL, amidalectomie d'abord, ensuite un mot sur adénoïdectomie, et puis rapidement quelques chirurgies pour finir par les corps étrangers. Il y a eu plusieurs recommandations de sociétés savantes. La première, c'était SFAR, puis récemment, avec la Société française d'ORL, une mise à jour 2020. On va voir si la SFAR l'endosse, comme on dit. En tout cas, qu'est-ce qu'elle dit, cette mise à jour récente? Eh bien, finalement, les indications restent les mêmes. Au premier plan, c'est le SAS. C'est en gros 80%, 2 tiers à 80% des indications d'amidalectomie en France. Infection récidivante, infection amygdalienne récidivante, et puis enfin, de façon assez exceptionnelle, tout ce qui est tuméfaction amygdalienne, en gros les tumeurs amygdaliennes. On commence par la consultation d'anesthésie, il n'y a pas grand-chose qui a changé. On rappelle que c'est une consultation habituelle avec 2 risques particuliers à évaluer, le risque hémorragique et le risque respiratoire lié au terrain dont j'ai déjà parlé. Ce qui a été ajouté, la recommandation 12, pour évaluer la sévérité du SAS, maintenant, on propose l'utilisation de scores, et c'est le score de Spruit-Gozal. Alors je ne vais pas le détailler, il a été traduit en français, vous pouvez le retrouver. Il permet de se faire une idée de la gravité du SAS. En fonction du score. Vous voyez, un score supérieur à 2,75 est associé à un index d'apnée-hypopnée supérieur à 5 par heure. Un score plus simple, qui ne vous dit pas forcément si le patient a un SAS, mais le risque de complications respiratoires, périopératoires. 5 petites questions. Est-ce qu'il ronfle plus de 50% du temps? Est-ce qu'il ronfle brillamment? Est-ce qu'il a des difficultés pour respirer? Est-ce qu'il s'arrête de respirer la nuit? Est-ce qu'il se réveille fatigué le matin? Plus de 3 symptômes et prédictifs d'une augmentation significative de complications. Là aussi, c'est pour avoir une idée du terrain.
Et puis, quelques messages importants. Ces patients, notamment ceux qui ont des SAS et les plus sévères, sont à risque de complications à l'induction et en post-op. À l'induction, vous pouvez avoir des problèmes d'exposition, des problèmes d'intubation difficile, des problèmes d'obstruction, des problèmes de désaturation. Et on retrouve en phase de réveil également des problèmes d'apnée et des nécessités plus élevées que ceux qui n'ont pas de SAS, d'une intervention médicale, que ce soit simplement la mise en place d'une canule oropharyngée, d'administrer de l'oxygène, voire de ventiler et d'intuber les patients. Là aussi, vous pouvez, et cette série l'a montré, être confronté à un malade difficile à intuber, difficile à ventiler. Voici des photos qui vous montrent les raisons. C'est vraiment des amygdales qui vont devenir linguales, qui vont venir complètement obstruées au moment de l'induction anesthésique. Et là, c'est vraiment une situation qu'on ne souhaite pas rencontrer, hein, difficile à intuber, difficile à ventiler. Néanmoins, il y a un certain nombre de petits moyens pour améliorer les choses. Voilà un exemple, une étude qui compare en fonction de la position de l'enfant, neutre, la position de reniflement, et la position dans laquelle vous allez à la fois mettre en position de reniflement et ouvrir la bouche, qui va vous permettre d'améliorer les conditions et donc d'augmenter le volume courant et de réduire la pression d'inspiration. En résumé, lorsque vous êtes confronté à un SAS non grave, finalement, ça ne va pas changer votre prise en charge. Et si vous le souhaitez, si vous pensez qu'il y a une indication, vous pouvez prémédiquer pharmacologiquement votre patient. A contrario, si le SAS est grave, d'abord il va falloir penser à une évaluation du retentissement cardio-pulmonaire. Vous allez considérer qu'il ne faut pas prémédiquer pharmacologiquement, mais évidemment toutes les autres méthodes de distraction sont les bienvenues. Sachez qu'il y a une sensibilité accrue aux opiacés, il faudra titrer. Et enfin, ces patients doivent être surveillés au moins 24 heures, alors idéalement en USC, en sachant que le nom va changer, on va bientôt reparler de soins intensifs, ou en salle de réveil à défaut. En périopératoire, l'amydalectomie, c'est quoi? Donc c'est une préparation, je vous l'ai dit, c'est le sabutamol systématique avant, c'est une anesthésie générale balancée, c'est une intubation avec une sonde à ballonnet. L'antibioprophylaxie n'a jamais fait la preuve de son efficacité, donc elle ne doit pas être systématique. C'est des apports hydroélectrolytiques isotoniques. C'est une prévention des nausées et vomissements post-op particulièrement fréquents. C'est une des chirurgies à risque dans le score VPOP, donc dexaméthasone et cétron. Et puis une extubation au réveil complet. En 2005, on l'avait défini par le réveil spontané des yeux. En salle de réveil, qu'est-ce qu'il faut retenir? Vous allez rechercher et traiter les principales complications. Elles sont respiratoires, hémorragiques, nausées, vomissements. La sortie de la salle de réveil se fait sur l'évaluation des critères habituels sur lesquels je ne reviens pas et la vérification de l'absence de saignement de la loge amygdalienne. On conserve la voie veineuse jusqu'à la 6e heure post-opératoire. C'est resté écrit comme ça, même dans les recos de 2020. La douleur post-op, elle est intense, inflammatoire, elle peut durer longtemps, 5 à 7 jours, en sachant cependant que plus le SAS est grave et plus les besoins finalement sont réduits, donc de nouveau l'idée de la titration. Autre message important, les nouvelles techniques chirurgicales, en particulier l'amydalectomie intracapsulaire, semblent réduire le risque de complications, qui soient hémorragiques et également l'intensité douloureuse. Enfin, si vous êtes amené à reprendre des patients parce qu'ils saignent, eh bien, c'est des estomacs pleins et donc c'est une induction en séquence rapide. Justement, une petite série de la littérature sur l'hémorragie post-amydalectomie. Vous voyez, en gros, 3% des patients survenus, c'est la chute de l'escar, hein, c'est en moyenne 8 jours, mais ça peut être plus tôt et ça peut aller jusqu'à 10-15 jours parfois. Dans cette série, c'est 84% en gros d'induction en séquence rapide. Mais attention, au moment de l'induction, vous pouvez être confronté à des complications, hypovolémie, donc hypotension, intubation difficile du fait du saignement, alors que les malades n'étaient pas difficiles à intuber lors de l'amydalectomie initiale. La prise en charge de la douleur, là aussi, les recommandations n'ont pas changé. Il est conseillé de donner systématiquement du paracétamol et en fonction du risque, si le malade a un SAS grave, il a un risque respiratoire, vous allez donner préférentiellement l'option AINS, comme c'est indiqué ici. Et chez les patients qui ont plutôt un risque hémorragique, parce qu'ils ont une coagulopathie par exemple, c'est plutôt l'option tramadol. À Necker, nous on teste actuellement l'option corticoïde, donc avec des corticoïdes donnés à la fois à l'induction et pendant 48 à 72 heures en post-opératoire. Il y a une autre option que nous n'avons pas testée, qui est l'option AINS modifiée. L'ambulatoire, évidemment, hein, je vous l'ai dit, hein, c'est une chirurgie qui se fait beaucoup en ambulatoire, c'est possible. S'il n'y a pas de contre-indication, je vous les ai notés, mais je ne reviens pas dessus, si les critères sociaux sont réunis et si l'organisation le permet.
Il faut débuter le relais antalgique par voie orale avant la sortie. Et en gros, on autorise la sortie dès la 6e heure si la technique est la technique habituelle, l'amidalectomie totale. En revanche, ce qu'on a discuté dans le groupe de travail et ce qui va sûrement être validé, c'est une sortie possible après la 3e heure. Il y a une forte demande des ORL, notamment en cas d'amidalectomie intracapsulaire, amygdalotomie, on lui donne plein de noms. Évidemment, si le patient ne saigne pas, donc ça doit être confirmé par l'ORL, en l'absence de douleur, de nausées, de vomissements, et un suivi téléphonique est souhaitable à H24. Quelques mots brefs maintenant sur l'adénoïdectomie. Cette étude qui date d'une dizaine d'années, qu'est-ce qu'elle vous avait montré? Qu'à l'époque, la mise en place d'une voie veineuse n'était pas systématique, c'est troublant, que le contrôle des voies aériennes était fait de façon très variable, et pas systématiquement, parfois avec un masque laryngé, parfois avec une intubation, et que très peu de patients recevaient des morphiniques. Aujourd'hui, finalement, dans la RFE, gestion des voies aériennes, les experts vous voyez, c'est un avis d'experts, se sont positionnés pour une protection des voies aériennes avec une sonde d'intubation. Et puis de la même façon, sur la voie veineuse, moi je considère qu'elle est obligatoire, je ne suis pas le seul, avant ou après l'induction, comme on fait en pédiatrie, mais qu'elle est indispensable. Un mot maintenant sur l'anesthésie pour myringotomie. C'est vraiment des choses que vous pouvez rencontrer très fréquemment, en sachant que ça peut être une patientèle syndromique, que l'obstruction nasale est fréquente, qui peuvent avoir aussi un SAS, donc tout ce qu'on a dit avant s'applique. Lorsque c'est juste un geste isolé, on peut faire une anesthésie inhalatoire courte en gardant le malade en VS au masque facial, mais il y a volontiers des gestes qui peuvent être associés. Attention à chaque fois au rachis cervical, on a des patientèles pour lesquelles il y a des risques. La trisomie 21, vous pouvez luxer, ils ont une laxité ligamentaire. Et puis, je vous ai mis là une IRM d'un malade qui a une malformation de Chiari. Les amygdales cérébelleuses rentrent dans le foramen magnus. Si vous le luxez trop, il peut faire un arrêt. L'ambulatoire est évidemment possible et l'analgésie post-opératoire le plus souvent simple avec du paracétamol éventuellement associé à des AINS. Un mot également sur tout ce qui est chirurgie de l'oreille moyenne, en sachant que les principaux problèmes, on peut les regrouper quel que soit le type de chirurgie. Je vous ai mis les principaux types: tympanoplastie, cholestéatome, implant cochléaire. C'est quoi? C'est une chirurgie sous microscope, donc le saignement est un sujet pour les ORL important, que le nerf facial est pas loin, donc souvent ils vont monitorer, et donc il ne faudra pas curariser les patients, sinon ça va empêcher ce monitorage, et que c'est une chirurgie également à risque élevé de nausées, vomissements post-op. Ça fait partie des chirurgies dans le score VPOP. En pratique, l'installation est volontiers avec la tête surélevée, voire en proclive. Et quand je dis en proclive, de temps en temps, nos ORL, ils les mettent franchement en proclive. On dit, mais on va bloquer les pieds, sinon on va descendre de la table. Pas de curare s'il y a un monitorage du facial. Attention, moi je ne suis pas favorable à l'hypotension contrôlée, surtout l'hypotension non contrôlée. On a vu des accidents d'anesthésie. Si vous voulez le faire, je vous encourage à mettre un monitorage type NIRS pour vraiment voir ce que vous faites et ne pas risquer l'ischémie cérébrale. Il y a des cas rapportés. L'antibioprophylaxie est habituelle dans ce type de chirurgie. Et il faut sûrement, compte tenu du risque élevé de nausées et vomissements post-op, une prophylaxie renforcée des nausées et vomissements avec l'association d'EXA, cétron et favoriser l'anesthésie totale intraveineuse. Nous, on fait volontiers de la kétamine en coanalgésie, aux doses anti-hyperalgésiques, et de la clonidine, et sans que ça fasse baisser la tension, on a vraiment le sentiment que ça réduit le saignement dans le champ opératoire. Enfin, pour finir, je vais vous parler un petit peu des principales urgences ORL. On a déjà parlé de l'hémorragie post-amydalectomie, à laquelle on peut être confronté. L'épistaxie, c'est assez rare, finalement on en voit assez peu en pédiatrie. Alors évidemment, il y a toute la traumato qui peut en produire, mais c'est finalement globalement rare. On voit plus fréquemment tout ce qui est infection. Alors je vous ai mis quelques exemples, quelques photos ou radios ou scanners. Donc vous voyez, j'ai pas de pointeur, mais donc vous avez un phlegmon amygdalien. Sur la droite, un scanner d'un abcès rétropharyngé. Un enfant qui a un abcès, une ethmoïdite avec son scanner en dessous, et puis une mastoïdite, la dernière photo en bas de l'écran. Les problèmes spécifiques dans ce type de pathologie, c'est quoi? C'est que vous pouvez être confronté à une intubation difficile. Certains patients vont avoir en effet un trismus. Ils peuvent avoir un sepsis plus ou moins grave,
Et on peut avoir des patients qui vont avoir des thrombophlébite cérébrales. On a parfois d'ailleurs des associations à des ampièmes dans certains types de pathologies comme des mastoïdites. Enfin maintenant, pour terminer, on va parler un petit peu de corps étranger, qui est un sujet un petit peu, on va dire, touchy. On dit ça maintenant, hein, ouais. Donc le degré d'urgence, il est à discuter au cas par cas avec l'ORL et on peut différer dans un certain nombre de cas, parce qu'on souhaite respecter la durée de jeûne, parce qu'on a plutôt envie d'avoir des équipes fonctionnelles en forme aux heures ouvrables. Il y a des données là-dessus qui montrent que ça réduit le risque. Ou parce qu'on veut faire un traitement d'épreuve. Parfois, on ne sait pas très bien à quoi on est confronté, une crise d'asthme, une laryngite, bref, ça peut être reporté. Puis il y a un certain nombre de cas où l'urgence, elle est immédiate, parce qu'il y a une détresse vitale. Parce que le corps étranger, il est laryngé, trachéal ou multiple, parce qu'il est long ou pointu. Alors, je ne sais pas si on voit très bien, mais vous avez sur les radios de thorax, là, une épingle à nourrice, la seconde, et puis en bas, l'atelectasie complète d'un poumon. Donc dans ces cas-là, il n'est pas question de traîner. Donc les questions qui peuvent se poser pour l'extraction de ce corps étranger, d'abord, c'est l'anesthésie topique, oui, je vous encourage, c'est les ORL qui la font, hein, évidemment. Et puis il y a des questions qui sont, à mon avis, pas résolues. Anesthésie intraveineuse ou inhalatoire, ventilation spontanée ou ventilation assistée ou contrôlée. Je ne vais pas y répondre, je vais vous montrer quelques données de la littérature. Mais d'abord, je reviens sur la plus grosse série, à ma connaissance, publiée, une série de plus de 12 000 cas, donc c'est quand même assez énorme, une revue de la littérature, 30 études, majoritairement des corps étrangers organiques, et vous voyez quand même qu'on est confronté en gros à 1% de complications volontiers majeures, hein, comme vous le voyez ici, des œdèmes laryngés qui vont nécessiter une trachéo ou une intubation, pneumothorax, arrêt cardiaque, bref, des choses compliquées. Et si on met le focus sur la mortalité en rapport avec le corps étranger, vous voyez, c'est en gros 0,4-0,5%. Et ce sont essentiellement des décès qui surviennent à la suite d'arrêt cardiaque ou respiratoire. Le malade pouvait être en arrêt, évidemment, à l'arrivée. Le corps étranger était trachéal. On comprend très bien qu'au bout d'un moment, ça se passe mal. Ou alors, il y a des complications pendant le geste, arrêt cardiaque bronchoscopique ou post-op immédiat. Je ne vais pas tout vous décrire, vous pouvez retrouver. Je vous encourage à lire ce papier, il est très très riche, j'ai fait une sélection de quelques données. La question de anesthésie intraveineuse ou anesthésie inhalée, là aussi il y a très peu de données. Je vous montre une étude relativement récente, en 2014. Elle est rétrospective, donc méthodologiquement elle n'est pas parfaite. Elle compare l'association Propofol-Rémi à l'association Propofol-Sevo. Tous ont en plus une anesthésie topique et des bolus de propofol à la demande pour approfondir l'anesthésie. Les patients des deux groupes sont comparables. Ils ont en gros un taux de pneumonie préopératoire de 30% et c'est des corps étrangers organiques. Quand on regarde les caractéristiques de ces patients, durée d'intervention, durée de réveil, tout ça c'est comparé. Vous voyez, c'est quelque chose qui dure en gros une demi-heure. Cette étude est une des rares études qui montre une différence entre les deux groupes et cette différence-là, dans cette étude, elle est en faveur de l'anesthésie inhalatoire pour réduire, et vous voyez, toutes les complications respiratoires sont réduites avec l'anesthésie inhalatoire. Alors je ne vous dis pas que c'est gravé dans le marbre, je vous dis c'est un des éléments du choix. Deuxième sujet, c'est comment je ventile. Est-ce que je laisse le patient en ventilation spontanée ou est-ce que je mets en ventilation ou assistée ou contrôlée? Vous voyez une petite série, 94 corps étrangers, en gros 47 ventilations contrôlées, 18 assistées, et 26 en ventilation spontanée. Dans un certain nombre de cas, on va passer de la VS au contrôlé, 11 cas, ou de la ventilation assistée à la contrôlée. Quand on regarde les complications péropératoires dans le groupe VS en rouge versus le groupe dans lequel on a regroupé ventilation assistée contrôlée, il n'y a pas de différence significative dans cette étude. Deuxième étude que je vous montre, une étude cette fois-ci prospective, randomisée, un groupe ventilation contrôlée curarisée avec de la cellocurine et un groupe qui va rester en ventilation spontanée en FiO2-1. Quand on regarde ce qui se passe en termes de désaturation, de gravité de la désaturation entre les deux groupes, pas de différence significative. Par contre, dans cette étude, il y a un élément en faveur de la ventilation contrôlée. Vous voyez, c'est le nombre d'épisodes de tout péropératoire en rouge, beaucoup plus fréquent, significativement plus fréquent dans le groupe ventilation spontanée.
Donc si on résume un petit peu les données, comme l'a fait un auteur, et donc j'ai regroupé finalement 2 études là pour faire un petit peu le point. Ventilation spontanée, il y a des avantages, ça réduit le risque de mobilisation distale du corps étranger, le risque d'emphysème obstructif. L'intérêt, c'est évidemment de maintenir la VS pendant le geste et pour pouvoir avoir plus rapidement une évaluation des voies aériennes après l'extraction, pour voir si l'enfant va continuer à maintenir. Alors, il a repris sa ventilation spontanée. Il y a des inconvénients. C'est parfois difficile de maintenir une adéquation entre la VS et la profondeur d'anesthésie nécessaire. Il y a volontiers de l'hypoventilation, donc de l'hypercapnie. L'hypoxémie est plus fréquente. Il y a une étude que je ne vous montre pas ici qui l'a montré de façon significative et les délais de réveil sont allongés. En ce qui concerne les avantages de la ventilation contrôlée, on peut curariser le malade, donc ça facilite l'extraction, évidemment, ça réduit la toux. Ça permet une anesthésie balancée, le réveil est plus rapide, mais la contrepartie, c'est une augmentation du risque de mobilisation du corps étranger, de l'emphysème, et une ventilation qui est parfois discontinue. Du fait du geste chirurgical, on est parfois amené à arrêter, c'est parfois difficile. Donc, je ne tranche pas, nous on fait volontiers en ventilation spontanée quand on peut, mais voilà des éléments pour vous orienter. Et puis il y a quand même une chose qui nous a, en tout cas nous, changé la vie, c'est l'oxygénothérapie haut débit, que ça soit pour faire des laryngoscopies en suspension, pour faire des extractions de corps étranger, pour faire des intubations difficiles. On est vraiment devenu très en faveur de cette technique. Associé à un monitorage du CO2 transcutané, c'est vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, une étude que je vous montre ici, avant de terminer, un collectif de 48 enfants, anesthésie générale et curarisée. Il y a un groupe qui va être au masque facial FiO2 100%. Enfin, les 2 groupes vont être au masque facial FiO2 100%. Puis ensuite, ils sont en apnée, ce qui sont curarisés. Il y a un groupe contrôle. Et donc, on maintient l'apnée jusqu'à ce que la SAT descende en dessous de 92%. Et le groupe SRIV, alors le SRIV, c'est un oxygénothérapie spécifique pour le bloc opératoire, pour l'oxygénation apnéique. Eh bien, il va être maintenu en apnée comme le premier groupe jusqu'à la SAT inférieure à 92%, ou, comme ça n'arrive pas, ils ont pris un autre critère, c'est 2 fois la durée d'apnée théorique pour l'âge. Les débits d'OptiFlow, ils sont indiqués en dessous, je ne m'étends pas. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit de façon significative une durée d'apnée beaucoup plus longue dans le groupe avec l'oxygénothérapie haut débit. Voilà. Bien évidemment, ça se fait toujours dans les 2 groupes au détriment d'une augmentation progressive de la capnie. Mais dans ces situations-là, je vous assure que ce n'est pas le problème. Je vais passer là-dessus pour finir sur cette diapo de conclusion et vous dire que pour moi, les messages importants sur la chirurgie en ORL chez l'enfant, d'abord, c'est la plus fréquente, en particulier dans la tranche d'âge de 1 à 4 ans. Elle est volontiers ambulatoire. Les gestes principaux auxquels vous serez confrontés, c'est l'amydalectomie, plus ou moins les VG et les yo-yo. Il y a volontiers chez ces patients un terrain particulier, hyperactivité bronchique, SAS. Vous pouvez préparer ces patients en préopératoire pour réduire les niveaux de risque. Il y a des actes qui sont particulièrement à risque, c'est tout ce qui est endoscopie, ORL et en particulier les extractions de corps étrangers dont on a parlé. Et donc dans ce contexte, il y a 2 sujets majeurs pour moi, c'est la gestion des voies aériennes et le maintien de l'oxygénation. Et je pense qu'il y a vraiment une place croissante pour tout ce qui est oxygénothérapie haut débit. Voilà. Je vous remercie de votre attention.